Le déclic, c'est une prise de conscience, une compréhension soudaine. Pour moi, c'est le jour où j'ai compris que faire son tri et son compost ne suffirait pas pour enrayer le réchauffement climatique et la pollution de la planète, que nous devions tous faire notre part et devenir responsables de nos actes du quotidien. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bellion. Suite à ce déclic, j'ai créé Chic et Zéro Déchet pour aider toutes celles et tous ceux qui préfèrent faire partie de la solution plutôt que du problème à adopter un comportement durable avec facilité et plaisir, le tout sans renoncer au chic de leur vie. Dans cette série d'interviews Mon déclic écolo et pas que, vous découvrirez des femmes et des hommes comme vous, comme moi, qui ont réussi à changer leur façon de consommer, de manger, de s'habiller et même de travailler suite à un déclic. À partir de leur source d'inspiration, ils reviendront sur les différentes étapes de leur cheminement et vous partageront les clés qu'ils ont utilisées pour passer à l'action. Vous découvrirez des personnes inspirantes dont la vie s'est enrichie grâce au sens qu'ils y ont mis. Changer ses habitudes, ça commence par un déclic. Alors bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Marie-Cécile Penverne, fondatrice du podcast Elle en Bretagne, qui met en lumière les femmes inspirantes de la région Bretagne. Marie-Cécile est cadre dans une grande entreprise et maman de 3 enfants. Elle n'a pas toujours été sensible aux questions environnementales. Pourtant, par une succession d'expériences et de diverses lectures, elle prend peu à peu conscience des enjeux pour la planète, jusqu'à avoir de véritables déclics. Dans cet épisode, Marie-Cécile nous partage son pas à pas et son quotidien entre le travail et ses 3 enfants adolescents sur le chemin du zéro déchet. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses partager ta prise de conscience, que tu nous expliques un petit peu ta situation déjà personnelle et puis après tu vas nous expliquer à quel moment tu as compris qu'il fallait faire différemment et comment tu t'y es pris. Alors qui es-tu ? Alors, eh bien écoute, merci Nathalie d'avoir pensé à moi. Donc en effet, je m'appelle Marie-Cécile Penverne, donc j'habite sur la région brestoise, Kipava plus précisément. Donc je suis aujourd'hui salariée dans plutôt une grande entreprise comme responsable communication et RSE justement. Je suis mariée, j'ai 3 grands enfants, 22, 20 ans et 15 ans. Voilà qui je suis. Alors, avant de commencer cet enregistrement, tu me disais, mais j'ai pas toujours été sensible à l'impact de mes achats et de mon comportement. Alors, comment c'était avant et qu'est-ce qui t'a fait réaliser qu'il fallait faire différemment ? Alors, je dirais que mon déclic écolo a plutôt été le fruit d'un assez long cheminement, puisque qu'en réfléchissant justement par rapport à la question, je me suis aperçue que déjà dans les années, il y a une dizaine d'années, j'ai déjà au travers de mon travail été amenée à travailler sur le développement durable et notamment sur les certifications à l'époque ISO 14000. Et à ce moment-là, sur justement qu'est-ce que le développement durable émergeait, la notion d'environnement, la notion d'économie, arriver à concilier les deux, le sociétal et le culturel. Donc, bon, c'est déjà un sujet sur lequel j'ai été amenée à travailler professionnellement. Ensuite est arrivé un livre qui, à l'époque, s'appelait Le syndrome du Titanic. C'était un des premiers livres de Nicolas Hulot. Un livre que j'ai dévoré à l'époque, qui symbolise en fait ce qu'on vit encore aujourd'hui d'ailleurs. Le fait qu'on a un orchestre, des passagers sur le Titanic qui dansent pendant que tout autour, c'est un chaos total parce qu'en fait le bateau est en train de couler. Et donc à l'époque l'image était déjà très forte et aujourd'hui je pense qu'elle est encore plus vraie. Et c'est vrai qu'on continue quand même, je pense, l'orchestre continue à jouer et les passagers continuent aussi à danser. Malgré tout, on sent bien quand même une prise de conscience actuelle quand même d'un certain nombre de gens.
Ensuite, il y a tout ce qui est documentaire qui sont sortis de Yann Arthus Bertrand, qui sont Planète Océan, Home. L'autre, c'était Terra aussi. Donc, en regardant ces reportages-là, en fait, c'est plus en local, mais on se rend compte que c'est planétaire. Et pour en avoir revu un là récemment qui est Océan, on se dit, mais on est fou. Quand on voit vraiment les images avec l'impact et puis surtout de l'activité économique, certaines activités économiques, ben voilà, ça vraiment, ça s'ancre et puis on en prend plus conscience. Et puis après, j'ai eu pas mal de lectures dans le domaine. La toute dernière, l'année dernière, c'était, comment ça s'appelle, Petite résistance de manuel contemporaine, là, avec Cyril Dion. Là, c'est carrément une autre étape, parce que là, c'est carrément, il nous dit, il faut changer de récit. Donc, c'est-à-dire, c'est carrément envisager les choses tout à fait autrement. Mais je ne vais pas y venir tout de suite. Par rapport à mon déclic, pour y revenir, je dirais que là où je me suis dit je vais vraiment passer à l'action, là où vraiment on se dit donc là c'est plus possible, je peux plus être spectateur, avoir pris conscience mais ne rien faire, c'est en 2018, je dirais il y a 2 ans. Et je la raconte souvent, mon histoire de salade iceberg. Je ne crois pas te l'avoir déjà racontée. Non, je ne la connais pas. En fait, c'était il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. J'étais dans une grande surface sur Brest, là, et je cherchais, on aime bien les salades iceberg, et déjà depuis quelque temps, j'essayais quand même d'acheter les salades iceberg locales, et non pas les espagnoles, donc les salades iceberg Prince de Bretagne. Et donc j'étais au rayon fruits et légumes. Je ne trouvais pas ma salade iceberg Prince de Bretagne, donc il y avait une personne à côté de moi, un employé à côté de moi qui mettait en rayon, donc j'en ai profité pour lui demander « vous n'auriez pas les salades iceberg Prince de Bretagne ?» Il me dit « non, mais on en a ici ». C'était les Espagnols. Donc je lui dis bah non, je tiens à prendre les Princes de Bretagne. Il me dit ah mais vous savez, même votre salade Prince de Bretagne, elle est passée par Rungis. Donc Rungis, en fait, c'est le grand centre en région parisienne qui rassemble toutes les denrées alimentaires et qui repartent ensuite sur les grandes surfaces. Donc ça voulait dire que ma salade d'iceberg, elle avait été produite à Saint-Léon, qu'elle était partie sur Paris pour revenir dans mon magasin à Brest. Je me suis dit, finalement, même ma salade Prince de Bretagne que j'achète, bonjour son bilan carbone. Donc, c'est vrai que des fois, on se dit, on est hors sol. Donc, j'ai trouvé ça totalement absurde. Donc, je me suis dit, bon, par rapport à mes achats, il faut que ça change. Donc, c'est là où j'ai envisagé de faire des achats beaucoup plus locaux. Donc, à ce moment-là, se sont ouverts les magasins comme les Fermiers du Net dans la zone de Kergaradec. Je ne sais pas si on peut citer des établissements, mais c'est vrai que c'est pas loin de mon travail, donc c'est quelque chose finalement que j'ai totalement adopté. Au moins 1 ou 2 fois par semaine, je m'arrête au Fermier du Net pour faire mes courses, notamment souvent en fin de semaine. Alors, on va juste faire un petit arrêt sur image pour celles et ceux qui nous écoutent, les fermiers du Net. Donc, ils ne sont que sur Brest, mais vous avez l'équivalent dans d'autres régions, j'imagine. C'est un groupement en fait de cultivateurs. Ils ont pris un lieu commun et puis ils viennent vendre en fait leurs produits avec une présence qui tourne en fait. Il y a une salariée temporaire et sinon ils interviennent régulièrement, ce qui permet non seulement d'avoir des produits locaux, mais en plus de rencontrer les personnes. Et moi, je trouve ça génial parce qu'on voit qui a produit la fameuse salade, et on voit vraiment la saisonnalité parce qu'ils nous expliquent qu'ils ont eu tel problème sur tel produit, etc. Ou qu'il faudra encore 3 semaines avant d'avoir les premières tomates. Donc, je suis grande fan, moi aussi, de cet endroit. Tout à fait. Donc, on sait là, pour le coup, ça passe pas par un gis. Là, c'est du local qui est venu de quelques kilomètres et qui n'a pas fait un aller-retour. Tout à fait. Donc, je sais que la salade ou tout ce que j'achète du coup au Fermier du Net, eh bien, je sais que ça a été fabriqué en local, ça a été mis en rayon, ça a fait quelques kilomètres pour arriver jusqu'au Fermier du Net. Autre magasin que j'ai adopté dans la région de Brest, que beaucoup connaissent, bien sûr, c'est aussi ici, qui est sur le même principe de producteurs locaux avec des produits de saison. Donc, voilà un petit peu, là, ça a été radical. Donc, grande surface, quasiment plus jamais. Sauf, des fois, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Donc ça a été un grand déclic.
Autre déclic en Alors 2010. juste si je peux me permettre, tu avais Oui, l'impression en fait du coup de bien agir. Tu avais l'impression d'acheter en local déjà. oui, Tu étais déjà sensible à ça, mais tu t'es rendu compte qu'en fait il y avait voilà, il y avait une petite coup de peinture verte, mais que si tu creusais derrière, en fait, c'était pas si bien que ça. Et on est beaucoup hein, être dans mm, cet état d'esprit ou de se rendre compte de ça. Donc ça, c'est déjà ouais, une sacrée étape. mm. Et d'où ce passage, en effet, sur des magasins avec des produits locaux et de saison. Ouais. Donc, Donc voilà un peu. Je, alors, autre déclic en 2018, tout de suite, c'est la démission de Nicolas Hulot comme ministre de la Transition énergétique. J'étais à l'époque dans ma voiture, hein, j'arrivais au travail, j'étais en train de me garer sur le parking et tout d'un coup, Nicolas Hulot annonce, voilà, au cours de l'interview, tout d'un coup, il dit de toute façon, je démissionne. Alors là, je suis restée dans ma voiture, scotchée, et j'ai écouté bien sûr le reste hein, de ses propos. Et là, on se dit, waouh, même à ce niveau-là, on s'aperçoit que eux-mêmes ont énormément de mal à faire évoluer les choses jusqu'à carrément baisser les bras, démissionner. Donc, il faut vraiment que ça vienne aussi. En fait, là, ça a été un peu le déclic engagement citoyen en se disant, voilà, il ne faut pas tout attendre non plus de nos hommes politiques ou de nos institutions ou d'ailleurs, c'est aussi déjà son engagement à soi et puis ce que tu fais aussi, sensibiliser la population de façon à ce que ce soit un élan général et pas tout attendre, puisque même eux, on s'aperçoit qu'ils sont un peu totalement démunis, à tel point que les sanglots dans la voix, on sentait, ça a été quand même aussi quelque chose d'assez fort, surtout Nicolas Hulot, j'avais lu son bouquin, bah enfin, oui. et Et c'est tu te disais, il est à la tête, il va pouvoir agir, il va enfin pouvoir prendre les rênes. Et même lui, il n'y arrive pas en fait. exactement. Donc Ah. il y a eu ce déclic-là. Alors c'est pareil, Après, on peut faire juste un petit arrêt sur image sur ce déclic qui est vraiment important. Moi je pense que ça fait aussi partie du cheminement que j'ai eu à un moment donné. C'est que longtemps moi j'ai cru que les gouvernants étaient là pour avoir une vision long terme et pour gérer des choses qu'on ne peut pas nous gérer pris par le quotidien, que ça faisait partie de leur rôle aussi de protéger du coup la nation, l'avenir, etc. Et, euh, et quand j'ai réalisé que ça fait plus de 40 ans qu'ils sont au courant de la situation, et notamment il y a une interview d'Arun Staziev, le spécialiste des volcans, moi, qui m'a terriblement marqué parce qu'elle date à peu près de mon année de naissance, et de me dire mais c'est pas possible, il savait quand je suis née, quoi, et ça fait plus de 40 ans qu'on continue à ce que l'orchestre joue, comme tu le dis, et qu'ils font rien. Et, euh, et cette succession de ministres de l'écologie ou de présidents ou de tout ce qu'on veut et qui finalement a fait tellement peu de choses. Et Nicolas Hulot, moi j'avais mis tous mes espoirs dans lui aussi. Et de se dire, mais s'il n'y arrive pas, eh ben, on va pas y arriver quoi. On va pas y arriver si on continue à attendre que ça vienne d'en haut. Donc ça fait partie aussi du déclic de se dire, bah, ok, on a tout essayé et là c'était le meilleur, celui qui était le plus convaincu depuis toujours et qui pouvait agir, il n'y arrive pas. Et ben, reprenons notre avenir en main, reprenons l'avenir de nos enfants, parce que ça c'est vraiment important en main, et agissons à notre niveau. Et à un moment donné, l'effet de masse va faire que bah, c'est peut-être par la base qu'on va réussir à faire bouger le haut. Donc oui, super deuxième déclic, majeur aussi, et de se dire, ok j'achète local, mais il faut peut-être que j'aille aussi plus loin parce que finalement ça ne va peut-être pas suffire et finalement, bah, il faut peut-être effectivement que je participe aussi à la prise de conscience globale de mon entourage. Ok, super déclic. ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ça a été là, autant avant, j'avais mis en place des actions plutôt individuelles, autant là, ça a été plutôt ma volonté d'engagement. Alors, pas de militantisme, mais Mhm. vraiment d'engagement. Autre déclic, 2018, toujours. Quelle année. Quelle année? C'est le livre de Julien Vidal. Ça commence par moi, que tu as sûrement lu aussi, qui propose 365 raisons pour changer le monde. Et c'est vrai que ce livre-là, je l'ai trouvé super intéressant parce que je trouvais qu'au préalable dans les ouvrages, on était plutôt sur du concept, du constat, parfois alarmiste, mais
pas vraiment d'exemples concrets. Enfin, moi, je n'avais pas encore trouvé surtout dans tous les domaines. Et lui, en fait, c'est vrai qu'il fait 365 propositions mois par mois. Hein, à la fin de chaque mois correspond à un chapitre où il développe différentes thématiques, hein, le numérique, l'alimentaire, les énergies, enfin tous les domaines, etc. les déplacements, tous les domaines de notre vie au quotidien. Et à la fin, il fait une synthèse en proposant différentes possibilités d'action. Donc voilà, ça a été aussi ce bouquin. En plus, j'ai lu le livre au mois de novembre. Ça a été un peu, mais je l'ai offert à quelques personnes, je me souviens cette année-là à Noël, pour justement peut-être aussi les inciter à leur déclic. Et il a tourné pas mal aussi au niveau de mon voisinage, au travers d'amis ou autres. Donc j'en avais acheté plusieurs et voilà, je les avais un peu prêtés autour de moi. Donc je sais que certains les ont gardés, les ont donnés à leurs enfants. Donc Ouais, ça c'est super. Quand ça tourne comme ça, c'est Mm. juste génial. Donc là, Mm. tu mets le doigt sur quelque chose de vraiment important parce que globalement, moi je trouve qu'on a tendance à nous donner une information globale, on a tendance aussi à nous dire faut agir, bougez pas, enfin ne restez pas sans agir ou mais limite à nous culpabiliser. J'ai souvenir de quelques vidéos ou reportages où on se dit bah ouais, je veux agir, mais sauf qu'en fait on sait pas quoi faire. Et là, Julien, il a vraiment proposé des choses simples, concrètes, opérationnelles, qu'on peut mettre à notre niveau, un pas après l'autre, petit à petit. C'était pas des trucs révolutionnaires, c'était pas une montagne à surmonter dès le départ. Donc ça, je trouve ça très bien. De même que les livres, comme La famille zéro déchet de Jérémy Pichon, c'est dans le même état d'esprit. C'est vraiment opérationnel, concret. Et c'est vraiment moi aussi comme ça que j'ai envie d'accompagner les gens à un moment donné, de dire mais on va vous donner les clés, les outils pour le faire précisément dans votre quotidien et de façon compatible aussi avec votre quotidien parce qu'il y a des choses qui sont parfois beaucoup plus complexes à mettre en place que d'autres, on en a conscience. Mm. Donc là, tu avais Ouais. les outils, tu avais perçu le pourquoi il fallait le faire et maintenant tu avais trouvé, toute seule, tu as trouvé un certain nombre d'outils. Donc tu as eu une Complètement. vraie autonomie sur le sujet. Ouais, carrément. Et voilà, des choses pratico-pratiques et puis pas si compliquées que ça à mettre en place. Hein. Par exemple, changer son navigateur sur son ordinateur en passant à Lilo. Qui Euh, faisait que Zoom ne marchait pas tout à l'heure, j'ai eu le même problème. et voilà, sur ça a été quelques petites prises de conscience et mises en application où on s'aperçoit que finalement, c'est simple. Et puis en plus, la satisfaction de le faire. Alors ça, c'est De, vraiment important de aussi. faire même des choses toutes simples, hein, mais voilà, la satisfaction de le faire, c'est gratifiant, c'est satisfaisant. On a le sentiment de contribuer en fait. Donc voilà, au travers vraiment là, c'est vraiment des choses assez simples que j'ai pu adopter. Quelles ont été justement, si on essaie un peu de prendre le temps de se dire quelles sont les petites actions, si tu essaies de te souvenir des premières qui sont, effectivement, ça ne te prend pas plus de temps, c'est pas plus compliqué, c'est juste faire différemment. Parce que changer son Lilo fonctionne très bien et puis à chaque recherche finalement on contribue à soutenir une association, d'autres sont sur la plantation des arbres. Enfin, il y a pas mal de petits outils comme ça qu'on enfin, qu'on peut utiliser en complément ou en remplacement de ceux qu'on utilise habituellement. Ouais. Ouais. Eh bien, écoute, par exemple, le thé, je n'achète plus du tout du thé emballé, déjà avec le film plastique, la petite boîte en carton, et dedans le sachet qui d'ailleurs lui-même est en plastique, hein, c'est pas du tissu. Donc maintenant, tout est en vrac. Qu'est-ce que les cotons démaquillants? Eh bien, je suis passée au petit coton là à base de bambou là. Donc c'est super. Qu'est-ce que j'ai fait? Le plastique. Alors, le plastique. Plus de bouteilles d'eau, notamment. Alors, justement, ce qu'on a fait il y a déjà très longtemps à la maison, c'est qu'on a mis en place dans les années 2000, avant 2005 un compost à la maison. Donc, tous nos déchets verts, et comme on cuisine pas mal, finalement, tous nos déchets verts partent dans ce compost. Donc, c'est quasiment un seau par semaine, hein, si ce n'est pas plus des fois.
Et puis le système aussi de filtrage à la maison, là, avec le petit robinet qui permet d'avoir de l'eau filtrée. Donc ça, on l'a déjà depuis très très longtemps. Mais voilà, adopter une gourde pour ne plus avoir acheté des petites bouteilles en plastique. Donc ça, c'est acquis. Bah, exactement. Également, éviter tout ce qui est emballage plastique et plutôt opter pour emballage en verre ou emballage en carton. Alors, je dois avouer, je n'ai pas encore basculé sur le vrac. Sur par exemple les pâtes, tout ce qui est produits secs, je n'ai pas encore basculé dans le vrac. Je suis plutôt voilà, sur les contenants en verre ou sur les contenants en carton. Bah, c'est déjà une très bonne étape, hein, parce qu'on sait bien, Oui, effectivement, enfin, globalement, moi je m'aperçois qu'il y a un manque d'information et pour beaucoup, le tri était la solution. Et on s'aperçoit, enfin, moi j'ai eu l'occasion d'investiguer, j'ai eu l'occasion de visiter des centres de tri, etc. Et quand on découvre qu'une bouteille plastique ne se recycle qu'une fois et qu'après c'est un déchet, et quand tu vois les milliards de bouteilles au niveau de la France qui sont consommées chaque année, c'est juste effrayant. Donc opter pour le verre qui est recyclable à l'infini et le carton qui se recycle lui aussi énormément de fois et qui peut après être utilisé parce qu'il n'y a pas une qualité de carton minimum. En fait, on peut vraiment l'utiliser sous différentes formes alors que le plastique ou même l'aluminium, il faut beaucoup de pureté pour que ce soit réutilisé. Enfin, il y a une complexité derrière qui n'est pas du tout la même. Donc c'est déjà une sacrée étape. Le vrac, c'est une autre étape. Alors, à l'occasion, je pourrais t'aider à progresser sur ce point-là, avec plaisir. Mais ce n'est pas l'étape la plus facile à franchir, en fait. Donc, parfois, dans les guides, on vous dit, bah voilà, les 5 étapes pour passer au zéro déchet, c'est super. Et dedans, tu as acheté en vrac. Sauf ouais. qu'en fait, bah, voilà, il y a une organisation, il y a une façon de faire, il y a un mode de cuisine qui est un petit peu différent, etc. Et ça se change pas du jour au lendemain. Je trouve que là-dessus, il y a besoin de passer par différents paliers aussi. Et je suis pas surprise. Mm. Et, et je rêve que la consigne revienne pour, euh, pour tous ceux pour qui le passage au vrac n'est pas forcément simple ni facile. Ouais, non, tout Mais à tu vas voir, je vais t'y aider et si on refait l'interview l'année prochaine, tu vas me dire que je suis une pro du vrac. donc voilà un petit peu. Également, ben, si on continue un peu sur ce que j'ai pu mettre en place, c'est le zéro gaspille. Mais déjà, naturellement, hein, c'est quelque chose que je pratiquais pas du tout chez moi. Au côté, par exemple, ce que j'ai dans mon frigo, ben, on le consomme. Je fais mes courses, j'ai toujours fait mes courses en fonction de ce qu'on allait manger. Et puis, ben, quand il y a des restes, ben, je les jette pas. Et voilà, je vais faire une référence à une série, je sais plus, mais le Fourzitou. Je sais Ah, pas je ne sais pas si. ça. C'est pas bon, c'est pas grave. Mince, comment elle s'appelait cette C'est le série? plat où tu fais tous les restes de Voilà, la c'est semaine. ça. Ça m'arrive de faire des fourzi-tout. Donc voilà, et puis en même temps, bah, c'est une solution, hein, parce que moi, Alors, c'est vrai que attends, si on rentre concrètement là, parce que moi j'aime bien les conseils qui sont concrets et efficaces. Comment faire fourzi tout? T'as un ben, reste de pâtes dans un coin, t'as un reste de poulet, t'as un reste un peu de légumes par-ci par-là, et tu fais quoi avec tout ça là? eh Tu bien, soit je fais mets du tout dans quotidien ou tu une fais un peu plus poêle, et puis j'assaisonne avec un peu de crème fraîche ou alors un reste de tranche de jambon, un reste de poulet ou autre. Et, euh, et donc, après, avec un peu de gruyère, du parmesan ou des petites épices, c'est très bon. Soit je mets tout ça dans un four et je gratine. Donc, c'est vrai qu'il y a régulièrement à la maison, il y a le fourzitou le soir. Et puis, c'est aussi ben, finalement une solution pratique pour assurer le repas du soir au travers des restes que l'on peut avoir de la semaine ou du week-end, tout simplement. Donc, ouais, ça genre toujours le été. jeudi, le fourzi tout systématique. Comme ça, après on repart le week-end sur des choses qu'on va cuisiner Ou spécifiquement. alors le lundi soir avec les restes du week-end. Donc ça, c'est une astuce précise et effectivement, on voit encore beaucoup certains qui, dès qu'il y a un petit reste de quelque chose, finissent par le jeter. Mais au bout de la semaine, là, tu dis, finalement, avec mes petits restes, je fais un repas pour 5 potentiellement en fin de semaine ou le fameux lundi. Donc c'est pas rien.
Exactement, donc il peut y avoir des pâtes, du riz, de mélanger avec voilà, certains restes. Donc c'est en Ben, effet une on dit que globalement, les Français perdent 30% de la nourriture. Oui, c'est énorme. C'est juste énorme. Alors, c'est pas que 30% chez eux, parce qu'on prend aussi en compte tous les fruits et légumes qu'on jette parce qu'ils sont moches ou parce qu'ils sont un peu pourris, etc. Mais c'est quand même énorme, quoi. 30% Mm, de la nourriture serait gâchée, quoi. Quand on mm. voit Ouais. toute l'énergie Ça, qu'il a fallu pour la produire, toute l'eau, tous les pesticides qui ont été utilisés, le transport, blablabla, c'est quand même effrayant, quoi. Donc là, le non-gaspillage, c'est un outil vraiment essentiel et si on s'y attelle. Et puis là, ce que tu dis, c'est qu'avec un peu de crème fraîche, un peu de fromage, un peu d'épices, tu redonnes de la vie, tu fais un nouveau plat. Et toi, tu as quand même des ados et des grands adultes et ils mangent quand même. Donc, tu arrives à oui, faire oui, un truc oui, tout à fait. qui leur plaît. Surtout des ados, il leur faut des grosses quantités, donc le mélange finalement leur va très bien. Ok, super. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire après? Également les achats j'essaie d'acheter aussi au niveau vestimentaire, hein, au niveau local, donc faire marcher hein, les commerçants locaux. J'essaye, alors Amazon, moi jamais, par contre ça, bon, ça peut arriver, hein, mes enfants parfois commandent sur Amazon, donc j'essaye de leur demander avant, bah tiens, est-ce que tu n'as pas testé avant sur enfin, voilà, dans d'autres magasins, mais en local pour faire marcher justement ben, ces magasins-là, même si c'est des grandes enseignes, il y a des salariés qui sont sur notre territoire. Le Donc, magasin physique, là pour le coup, et les emplois locaux. Même si tu as un voilà, décideur qui est plus national, mm, ou une enseigne qui est plus nationale, au moins tu as des emplois, tu préserves des emplois locaux. complètement. Et au mieux, ben, au mieux, non pas au mieux, mais aussi des petits artisans qui sont sur le territoire. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, récemment, tu m'as rajouté un critère dans mes achats, dans le fameux bisou. La fameuse méthode bisou. Voilà, tout à fait. Je Donc, vous invite à aller voir, il y a une petite vidéo sur la méthode bisou sur mon Facebook, Chic et zéro déchet, vous la découvrirez. ouais, tout à fait. Alors, je suis désolée, quelqu'un qui Il a veut sonné. pas en fait. Il veut vraiment participer à notre échange. Ouais, c'est bizarre. J'espère que c'est pas. Donc, Donc, suite à la méthode bisou, tu as ajouté un nouveau critère, tu m'as dit, à tes achats. oui, 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 tout à fait, parce que par rapport aux besoins, par rapport au côté impulsif, par rapport au côté de subsidiarité, de remplacement ou d'utilité, ça, c'est déjà des critères que j'avais. Mais un critère que j'avais pas vraiment en tête encore, mais pas complètement, c'était l'origine. C'était pas forcément toujours un critère de choix. Et c'est vrai que maintenant, je regarde systématiquement sur l'étiquette où mon produit a été fabriqué. Et en fonction des distances, ben, ça peut être un bon critère de choix. Ouais, et quand tu commences à investiguer un peu, alors notamment dans tout ce qui est mode, hein, c'est effrayant, un jean ferait 45 000 kilomètres avant de venir chez nous. Non mais Mm, 45 000 kilomètres quoi. mm, C'est juste fou. Parce mm. que entre le coton qui est produit à un endroit, puis finalement qui est tissé à un autre, qui est teinté à un autre et qui finit par être fabriqué à tel autre endroit, limite assemblé encore dans un autre lieu pour finir dans la centrale d'achat, puis finalement finir dans notre magasin, c'est mais effrayant quand on voit l'impact. Et ça encore, ça fait partie des informations qu'on n'a pas, mais une fois qu'elles parviennent à notre cerveau, on ne peut pas faire comme si on les avait pas entendues, quoi. Faut à un moment donné les écouter et se rendre compte de l'impact, quoi. Ouais, totalement. Et non seulement cet impact-là, mais aussi quand on voit les conditions de travail des personnes qui ont fabriqué ou l'âge des personnes qui ont fabriqué ces vêtements, on se dit mais non, c'est pas humainement, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, pour ces deux raisons d'impact sur l'environnement, mais aussi sur l'impact humain, arrêtons, quoi. Arrêtons. Ouais. Il y avait un événement qui avait choqué tout le monde, c'était cette fameuse usine là, de H&M qui s'est écroulée et puis il y avait Mm, eu tous ces morts, mais globalement on a tous vu aussi des images d'usines en Chine et les conditions de vie terribles de ces paysans qui sont éloignés mm. de leur famille, qui vivent serrés les uns contre les autres et qui ont tous envie de se suicider. Enfin, c'est juste absolument monstrueux. Et en fait, à un moment donné, il faut réaliser que la carte bleue, c'est vraiment un moyen de vote pour un monde meilleur et de se dire, bah, si je n'achète pas ces produits qui viennent de l'autre bout du monde, eh ben, je ne cautionne pas cette façon de fabriquer. Et ça, à partir du moment où on réalise ça et qu'on redevient responsable de ces choix, de ces achats et qu'on le fait en conscience, parce que moi j'insiste beaucoup sur la notion de conscience, donc cette méthode bisou, elle est là pour ça.
c'est avant d'acheter de façon systématique, impulsive, sans réfléchir et un peu comme un robot, posons-nous la question, est-ce que si je choisis ça, c'est aligné avec mes valeurs et est-ce qu'à un moment donné, voilà, c'est ce mode de fabrication et ces conditions atroces, est-ce que j'ai envie de cautionner ça ou pas et est-ce que j'ai pas envie de favoriser effectivement soit le petit artisan du coin qui va faire que ma région va être vivante, dynamique et que tout le monde va être bien et est-ce que j'ai pas envie de favoriser, pourquoi pas, de la seconde main? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout le marché de la seconde main apporte de la main-d'œuvre nombreuse, ouvre l'accès au travail à des gens qui en sont souvent exclus, et c'est de la main-d'œuvre qui est rarement délocalisable. Donc, c'est extrêmement vertueux. Et voilà, ça fait partie aussi des prises de conscience importantes, je pense, qu'il faut avoir. Tout à fait. Et il y a aussi, c'est vrai que cet aspect seconde main, mais il y a aussi l'aspect justement de ces grandes enseignes qui, tant qu'on consommera, continueront à avoir ces pratiques-là. Et enfin, continueront. Il y a quand même une prise de conscience chez eux, il faut le reconnaître. Mais malgré tout, comme les gens continuent bah, voilà, acheter le jean qui a fait 45 000 km, eh bien, pour eux, c'est du chiffre d'affaires. Bon, ils envisagent, ils adaptent malgré tout sûrement un petit peu la fabrication, mais malgré tout, le process continue. Donc voilà, si nous, consommateurs, on n'agit pas, eh bien, on perd un temps monstrueux avant vraiment que tout ça s'arrête, en fait. Ouais. Cette production d'articles voilà, dans des pays, dans d'autres pays et dans de mauvaises conditions en plus. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ces deux aspects. Donc, complètement. Il y en a même un dernier, c'est que ces grandes enseignes, on a aussi eu des reportages absolument choquants où on montrait que certains font X collections par an, c'est des collections extrêmement courtes, ça bouge tout de suite et ils se retrouvent avec des invendus impressionnants et ces invendus sont mis au rebut totalement en fait sans tenter de les réexploiter d'une façon ou d'une autre. Ils sont ou aspergés de produits ou brûlés ou on se dit c'est pas possible quoi. Enfin une telle énergie, de telles conditions pour les produire pour finir comme ça, on marche sur la tête quoi. Et donc tant qu'on achètera dans ces enseignes, on est aussi finalement complice quelque Mm. part. Ouais. Mm. Donc Non, non, ouais, mais tout tu à as fait. raison. Hein. Et on s'aperçoit bien que si le consommateur change, de toute façon, l'entreprise changera, puisque sinon, il n'y a plus adéquation, leurs produits ne sont plus vendus. Et puis, donc voilà, il y a vraiment, comme tu dis, il y a un côté conscientisation, mais responsabilisation. Et justement, beaucoup disent, oh, mais de toute façon, ça ne sert à rien, on ne peut rien faire. Eh bien, non. Et il y a des choses qui peuvent, on voit bien malgré tout qu'aujourd'hui, les entreprises, alors parfois c'est du greenwashing, mais malgré tout, on s'aperçoit qu'aujourd'hui quand même, les choses bougent et que ça commence à évoluer un peu dans tous les domaines. Et donc, il faut que ce soit un élan général, on va dire. Il ne faut pas forcément attendre. Et aujourd'hui, on demande aux entreprises d'avoir une raison d'être et plus forcément le profit, mais de dire pourquoi elles sont là dans toutes les dimensions sociales, sociétales, économiques et environnementales. Donc ça les interpelle et justement pour ces notations financières, elles s'engagent dedans et du coup derrière, elles mettent en place, elles initient un petit peu des actions. Bon, c'est sûr que ça va sûrement prendre du temps, mais malgré tout, il y a un passage à l'action, on va dire. Complètement. Il y a autre chose par rapport à ce que tu disais, moi aussi, j'ai vraiment au-delà de mon engagement individuel, j'essaye aussi de travailler sur comment sensibiliser autour et comment aider au passage à l'action, ce que tu fais aussi, et de comprendre un petit peu les freins, tout ce qui peut être bloquant. Et je me souviens, lors de la convention citoyenne qui s'est terminée en juin l'année dernière, j'avais écouté une émission, plusieurs émissions dessus. Et ce qui m'a donné un petit peu un encouragement, on va dire, c'est que parmi le choix de ces personnes qui ont participé à cette convention, ils étaient tous très représentatifs de la société française. Vraiment, il y avait tous les âges, tous les types de professions ou pas, des femmes, des hommes. Enfin, c'était la représentation de la société française, avec bien sûr du coup des personnes qui n'étaient pas du tout sensibilisées à ça.
Et donc, avant de commencer, ils ont eu une formation justement à l'environnement, à l'impact écologique de nos activités, à nos institutions. Et toutes se sont retrouvées embarquées et à la fin, toutes y croyaient. Donc, je pense qu'il y a vraiment une vraie pédagogie à avoir et puis montrer, donner à voir de façon à ce que peut-être, comme on dit, commencer petit, en retirer de la satisfaction, de la gratification et de l'impression de contribuer, et puis petit à petit de prendre son envol pour aller peut-être plus loin. Et c'est là où, et ce que tu fais, c'est pour ça que je trouve vraiment très bien, parce que voilà, ça peut aider certaines personnes donc, non seulement à prendre conscience, que je pense que tout le monde a pris conscience. On a été longtemps dans le déni. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans la prise de conscience, mais le passage à l'action est un peu compliqué. Mais il est sûrement à accompagner avec beaucoup de pédagogie, ce qu'a fait la Convention citoyenne. Donc, on devrait pouvoir y arriver, on va dire. Voilà un petit peu. Ouais, c'est le passage à l'action qui n'est pas toujours facile, mais aussi parce que tout le monde n'a pas les outils. Et souvent, moi, on me dit, mais par quoi je commence? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je peux faire précisément? Et qu'est-ce qui me prend pas trop de temps? Qu'est-ce qui est compatible avec ma vie? C'est souvent, en fait, ces sujets-là qui reviennent. Donc, c'est pour ça que j'essaie de travailler à construire une formation autour de ça, parce que je sens que voilà, j'aimerais construire quelque chose d'efficace et pratique pour aider vraiment à passer à l'action sans se poser de questions, sans avoir besoin de lire tous les livres que tu as lus, que j'ai lus, toutes les émissions qu'on écoute. Tout le monde n'a pas cette passion qu'on a développée l'une et l'autre sur le sujet et ce temps, hein, parce qu'on a tous des enfants, un travail, un mari, des loisirs, du temps pour nous aussi. Et, mais oui, je pense que la prise de conscience, elle est là. Maintenant, il faut qu'on arrive à passer à l'action. Justement, pour finir cette interview, est-ce que tu peux donner un petit conseil à ceux qui auraient envie de passer à l'action? Voilà, quel conseil tu donnerais maintenant avec ce recul que tu as? Toi, ta prise de conscience, elle date d'il y a maintenant presque 2 ans. Hein, donc, il y a un vrai cheminement. Tu as mis en place plein d'actions les unes derrière les autres. On a bien compris que un premier pas donne confiance, on se sent fier, on se sent agir dans le bon sens et ça donne envie d'en faire un deuxième et ainsi de suite. Donc en fait, c'est vertueux et c'est enrichissant. Alors, ouais, au niveau conseil, j'aurais tendance à dire s'intéresser au sujet qui nous intéresse. Je dirais, je ne sais pas, moi par exemple, on va dire une jeune fille qui aime bien, on va dire, acheter des vêtements, par exemple, dans des grandes enseignes, suivre la mode et autres, peut-être envisager une alternative. Se lancer des challenges, des défis en se disant bah, tiens, c'est vrai, je veux ce jean-là, mais est-ce que je ne peux pas le trouver soit d'occasion, puisqu'aujourd'hui ça se développe beaucoup. Est-ce que je ne peux pas me dire bah, tiens, je l'achète, mais que si il est fabriqué, par exemple, au Portugal ou en Pologne, ce qui n'est pas, Ou en France, on a des fabricants de ou jeans. en France. Après, voilà, on va me dire ah, mais ça coûte plus cher, voilà, c'est vrai. Mais peut-être qu'au lieu d'en acheter deux, ben, finalement, on n'en achète qu'un. Peut-être que sous un format ou alors envisager un peu tous les domaines de sa vie quotidienne et se dire bah, là, je suis prêt, j'ai envie de m'engager dans ce domaine-là. Donc, par exemple, sur la mobilité ou commencer petit, ça c'est sûr. Pour ensuite en retirer un certain bien-être, on va dire, et puis ensuite pouvoir justement se lancer sur autre chose. Et pourquoi pas le fait sous forme de défi ou de challenge, ça peut peut-être aussi être une impulsion supplémentaire, on va dire. Voilà Alors, un petit peu ce que je dirais. ouais, merci beaucoup pour ces conseils. Je suis très fan des défis. Je suis très fan aussi des défis en groupe.
ou en tout cas se définir un binôme avec qui on peut, ou un trinôme, enfin autant de copines ou d'amis que vous voulez, mais de se dire effectivement, on va essayer de faire ça ensemble, on va se challenger un petit peu, on va partager et surtout on va se partager les bons plans, on va se dire tiens moi j'ai réussi à faire ça, c'était pas compliqué, tu devrais essayer. Donc complètement en phase avec toi. Merci beaucoup Marie-Cécile, à très bientôt, je vous embrasse. Si, à bientôt. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à me le dire avec des étoiles, des pouces, des cœurs ou des commentaires. Et si vous pensez qu'il peut inspirer votre entourage, sentez-vous libre de le partager et participer à votre tour à ce bel effet pupille. Vous voulez avancer sur le chemin du zéro déchet? Rejoignez-nous sur Chi et Zéro Déchet sur Facebook et sur YouTube pour découvrir tout le sens, toute la joie, tout le bonheur et toute l'élégance qu'on peut trouver sur ce chemin. À très vite.